Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les endomorphismes symétriques avec un exo qui est tombé à CCP en MP mais qui est quand même assez violent. Donc l'énoncé est le suivant, on considère E un espace euclidien de dimension n supérieur ou égale à 3. On prend A et B deux vecteurs unitaires de E qui forment une famille libre de E. Et on considère l'application définie par pour tout x dans E, u de x égale le produit scalaire de x avec A, B plus le produit scalaire de xb avec de x avec b A. Première question, il faut montrer que U est un endomorphisme symétrique de E, il faut déterminer Ker de U, il faut en déduire les valeurs propres et vecteurs propres de U et déterminer les extrémas de la fonction définie dans l'énoncé. Donc voilà, n'hésite pas à mettre sur pause à chercher l'exo par toi-même, je vais donner des indications puis corriger directement le problème. Ok, donc on est parti pour les indications. La première indication pour la deuxième question, c'est que la famille AB est libre. La deuxième indication, c'est qu'il faut traduire la nullité du produit scalaire entre x et a et entre x et b d'une autre manière, c'est-à-dire en disant que x est dans l'orthogonale de f, où il faut choisir un bon f. Troisième question, première indication, quelle est la dimension du noyau de U? Deuxième indication, il faut chercher les valeurs propres restantes en considérant la restriction de U à l'orthogonale du noyau de U. Quatrième question, première indication, il faut calculer le produit scalaire de U de x avec x pour obtenir une expression alternative de f. Deuxième indication, il faut utiliser le théorème spectral pour calculer donc le produit scalaire de U de x avec x. Et enfin, dernière indication, il faut montrer en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz l'inégalité suivante. Allez, donc on est parti pour la correction. Donc première question, comme E est euclidien, c'est en particulier un R espace vectoriel, donc U de x est combinaison linéaire d'éléments de E, donc U de x appartient à E, donc U est bien une application qui va de E dans E. De plus, il faut montrer qu'elle est linéaire, je prends x et y dans E et lambda dans R, je calcule U de x plus lambda y, et bien ça me donne ce résultat-là, et par linéarité à gauche du produit scalaire, je peux sortir x et lambda y, ça me donne ça, et ensuite je récupère les éléments que je veux et je les mets ensemble pour obtenir que ça vaut bien U de x plus lambda U de y. Et donc on en obtient la linéarité de U. Donc voilà, parfait. Maintenant, on va montrer sa symétrie. Donc je prends x et y dans E carré et lambda dans R. Je calcule le produit scalaire de U de x avec y, ça me donne ça, et ben je peux sortir du coup les scalaires, donc le produit scalaire de x avec b c'est un scalaire, je le sors, il me reste a, le produit scalaire entre a et y, là, de la même manière, le produit scalaire entre x et a, je le sors, et il me reste le produit scalaire entre b et y. Et de la même manière, je calcule le produit scalaire de x avec u de y, mais ça me donne ça, yb xa, plus xa xb, plus y xb, et ensuite par symétrie du produit scalaire, le produit scalaire de y avec b c'est la même chose que le produit scalaire de b avec y, et là pareil, et donc en fait je me rends compte que ce membre-là c'est ce membre-là, et ce membre-là c'est ce membre-là. Et donc conclusion, j'ai bien pour tout x et y dans E carré, le produit scalaire de x avec u de y qui est la même chose, le produit scalaire avec u de x et y. Ah, donc on est parti pour cette deuxième question, donc je prends x dans le noyau de U, donc par définition u de x égale 0, mais par définition de u de x, ça veut dire que cette quantité-là est nulle. Or la famille AB est libre et j'ai un scalaire fois B plus un autre scalaire fois A égale 0, donc c'est que ces scalaires-là sont nuls puisque AB est libre. Donc j'en déduis la nullité du produit scalaire entre x et A et entre x et B. Donc ça veut dire que x appartient à l'orthogonale de A et x appartient à l'orthogonale de B. Et donc on a déduit que x appartient à l'orthogonale du sous-espace vectoriel engendré par A et B. L'inclusion réciproque est vraie, et donc on en déduit la caractérisation du noyau de U en fonction de l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel de E. Ok, donc partons à la recherche des valeurs propres et des vecteurs propres de notre endomorphisme. Donc pour cela, on a déjà caractérisé le noyau de U, mais le noyau de U, c'est rien d'autre que le sous-espace vectoriel propre associé à la valeur 0 pour U. Donc on va déjà exploiter ce qu'on a trouvé. On a trouvé que le noyau de U, c'était l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel de E engendré par deux vecteurs. Donc la dimension du noyau de U, c'est n moins la dimension du sous-espace engendré par deux vecteurs, c'est-à-dire la dimension du noyau de U vaut n-2 qui est supérieur ou égal à 1 car n est supérieur ou égal à 3. On pose maintenant f, le sous-espace vectoriel engendré par deux vecteurs A et B. On a donc vu que 0 est valeur propre de U de multiplicité n-2, n-2 étant non nul, et l'espace propre associé est f orthogonal.
voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé n-2 valeurs propres pour U, et il en manque 2 à trouver. Et ces 2 valeurs propres à trouver, elles ont pour sous-espace propre F. Bon, il reste à trouver les valeurs propres associées à grand F. Donc pour cela, on va restreindre U à F, et on va appeler l'endomorphisme associé V, pardon. Donc on vérifie qu'on a bien le droit de le faire, que c'est bien un endomorphisme, c'est-à-dire que si je prends X dans F, et bien V de X c'est toujours dans F. En effet, U de A, ça vaut ça qui est bien engendré par A et B, et U de B, ça vaut ça qui est bien engendré par A et B, donc c'est bien stable par U, et V a un sens. Et maintenant, si je calcule, enfin je le calcule pas, mais si je l'écris, puisque je l'ai déjà calculé, si je calcule la matrice de l'endomorphisme V dans la base AB, j'obtiens cette matrice-là, dont on cherche les valeurs propres, c'est très rapide. Donc c'est les racines de son polynôme caractéristique. Donc ça fait, le polynôme caractéristique, ça fait x moins un produit scalaire entre A et B au carré moins 1. Je développe, ça donne ça. Et je vais poser, là c'est classique, delta égale b carré moins 4ac, donc en l'occurrence à valeur 4 qui est positif, donc j'ai deux racines qui sont lambda plus ou moins, donc b plus ou moins racine du delta sur 2, moins b plus ou moins racine de delta sur 2, pardon, et donc j'ai ces valeurs là. Et au final, j'ai trouvé mes deux valeurs propres restantes qui sont distinctes car moins 1 est différent de 1. Et ce sont bien des valeurs propres de V, donc ce sont des valeurs propres de V qui est U restreint à F et donc aussi de U. Maintenant on cherche les vecteurs propres associés. Donc si je prends x dans le sous-espace propre associé à lambda plus, je dois résoudre cette équation, ça me donne ça, donc x égale y, donc c'est engendré par le vecteur 1, 1. Et de la même manière pour e lambda moins, ça va faire 1 moins 1, c'est engendré par le vecteur 1 moins 1. Et maintenant on a des vecteurs 2 fois 1, et il faut les transformer en vecteurs n fois 1, donc on pose e plus égale a plus b et e moins égale a moins b, et on obtient maintenant des vecteurs de e plutôt que des vecteurs de f. Donc parfait, E plus et E moins sont des vecteurs propres de U par construction, et finalement on a trouvé le spectre de U, 0 est valeur propre de multiplicité n-2, A, donc le produit scalaire de A et B plus 1 de multiplicité 1 et moins 1 de multiplicité 1, et on a trouvé les sous-espaces propres associés. Donc on est parti pour corriger cette dernière question. Donc on prend x dans E non nul, et on commence par remarquer que si on fait le produit scalaire de U de x avec x, eh bien on obtient cette égalité là, et par symétrie du produit scalaire, eh bien on récupère deux produits scalaires de x avec a, produit scalaire de x avec b, qui est à peu près ce qu'on a au numérateur pardon, de f de x. Donc on peut exprimer f de x en fonction du produit scalaire entre u de x et x. Donc c'est pas mal, c'est très intéressant cette remarque, et on va diagonaliser u. Donc on a vu que U est un endomorphisme symétrique qui est réel, donc on peut diagonaliser U dans une base de vecteurs propres orthogonaux qu'on va appeler EI. Ces vecteurs propres, on les appelle EI. La question précédente montre qu'on connaît les valeurs propres, c'est précisément 0, elle est de multiplicité n-2, et on a lambda moins 1 égale lambda n moins 1, et lambda plus égale lambda n. Donc voilà. Maintenant, si je pose x, la somme des xi, ei, donc si je décompose x dans la base des vecteurs propres, eh bien j'obtiens le calcul suivant par linéarité, donc c'est tout d'abord de u, puis de la somme, puis du produit scalaire, etc. Donc j'obtiens ça, et u étant, ei étant vecteur propre de u, j'obtiens u de ei égale lambda i ei, et en faisant sortir le lambda i, j'obtiens cette égalité là, et comme la base est orthonormale, eh bien j'obtiens delta ei, le produit scalaire entre ei et ej, j'obtiens que c'est delta ij, donc ça vaut 1 que si i égale j. Donc au final j'obtiens
que le produit scalaire de u de x avec x, c'est la somme des lambda i xi carré. Et comme seules les deux dernières valeurs propres sont non nulles, et bien j'obtiens que c'est lambda n-1 xn-1 au carré plus lambda n xn carré. Donc voilà. Maintenant on va chercher à avoir des inégalités pour justement montrer que il y a des minima, des maxima. Donc voilà. On va utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour encadrer pour encadrer les valeurs propres. Donc on voit que lambda plus est inférieur ou égal à 2, ce qui n'est pas la chose la plus intéressante. Chaque fois on utilise que A et B sont unitaires, donc de norme 1, mais c'est surtout que lambda moins est négatif, donc négatif ou nul. Donc on en déduit que lambda moins est inférieur ou égal à 0, qui est inférieur ou égal à lambda plus. Donc pas mal du tout. Et si on calcule le produit scalaire de u de x avec x, et bien comme on a dit tout à l'heure, c'est ça. Mais comme xn-1, plutôt lambda n-1 pardon, est inférieur ou égal à 0, et bien j'obtiens que c'est inférieur ou égal à lambda n xn carré. Or, on a dit que lambda n était positif, et comme les xi au carré sont positifs, et bien lambda n xn carré c'est toujours plus petit que si je prends toutes les composantes xi carré. Donc j'ai que c'est inférieur ou égal à lambda n norme de x au carré. Donc voilà. Donc en fait j'obtiens que f de x est inférieur ou égal à lambda n sur 2. Maintenant j'obtiens la même chose en utilisant que lambda n est supérieur ou égal à 0, j'obtiens que le produit scalaire entre ux et x est supérieur ou égal à lambda n-1 xn-1 au carré. Et au final, comme lambda n-1 est inférieur ou égal à 0, eh bien j'obtiens que lambda n-1 norme de x au carré est inférieur ou égal à lambda n-1 xn-1 au carré. Et au final, j'obtiens que norme de u de x est supérieur ou égal à lambda n-1 xn-1 au carré. Donc au final, j'en déduis que f de x est supérieur ou égal à lambda n-1 sur 2. Donc j'en déduis l'encadrement suivant pour f, cet encadrement-là. Mais il reste à montrer que ces valeurs sont effectivement atteintes. Et pour ça, si elles sont atteintes, c'est probablement en les vecteurs propres. Donc effectivement, f de i, on vérifie que c'est lambda i sur 2, donc c'est lambda n-1 sur 2, c'est atteint en en-1 ou e-, selon comment on l'a appelé, etfen ça fait lambda n sur 2, donc les maxima sont bien atteints. Et donc on a conclu le problème. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir pour t'aider à préparer au mieux tes concours. Ce serait dommage de les rater. J'espère te retrouver pour de nouvelles vidéos en maths ou en physique. Salut!